Bienvenue, bienvenue à toutes et tous. Bonjour. Merci de vous joindre à nous pour cette table ronde dédiée à la création dans l'étiquette et le packaging et à son rôle stratégique comme levier de vente en magasin. Dans un marché où l'attention du consommateur est limitée, le design, la lisibilité des informations et la durabilité de l'emballage influencent de plus en plus l'acte d'achat. Selon une enquête Opinionway, en 2025 en France, plus de 2 tiers des consommateurs interrogés déclarent prêter attention aux emballages et la moitié ont déjà acheté un produit en raison de son emballage jugé plus respectueux de l'environnement. Une autre étude, menée l'année dernière, cette fois-ci par Illigo, montre que 69% des acheteurs considèrent qu'un packaging éco-responsable est un critère décisif dans leur décision finale. Pour éclairer ces enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 experts. Régis Ruiz, bonjour, chef de marché industrie graphique chez Konica Minolta. Frédéric Corbeau, cofondateur et co-dirigeant de smilepack.fr, une plateforme française Web2Pack du groupe FP Mercure. Et puis Ludovic Mornan, bonjour Ludovic, fondateur du studio Blackthorns, expert en branding et design boisson. Avec nos intervenants, nous allons voir comment créativité, technologie et durabilité transforment l'étiquette et le packaging en arguments commerciaux clés. On va commencer avec Ludovic. Ludovic Mornan, vous êtes donc le fondateur du studio Blackthorns qui est à Lyon. Vous avez eu aussi l'occasion de travailler depuis l'Australie. Est-ce que vous pourriez, en 2-3 mots, présenter votre agence, s'il vous plaît? Alors, check, c'est bon. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je m'appelle Ludovic Mornan, je suis fondateur du studio Blackthorns, une agence de com, packaging et design spécialisée dans la boisson, bière, vin, spiritueux et sans alcool. Et mon travail consiste à accompagner les dirigeants de brasseries, de distilleries, de vignobles dans leur stratégie de communication, on va dire de l'idée de base jusqu'à l'activation finale, packaging et réseaux sociaux compris. Donc voilà. La première question à Ludovic, ça serait pour vous, Ludovic, qu'est-ce qu'une étiquette réussie aujourd'hui? Alors ça, c'est une grande question. Une étiquette réussie, pour moi, c'est plutôt une étiquette qui va parler à son consommateur final. Donc finalement, une étiquette qui va vendre. C'est pas forcément l'étiquette la plus belle qui soit. Ça va dépendre des canaux. On va dire que généralement, on considère que quand on est en grande et moyenne surface, donc en GMS, en grande distrib, il vaut mieux impacter le consommateur directement en 3 secondes dans les rayons. Et pour ça, il ne faut pas nécessairement avoir une étiquette hyper léchée, hyper jolie. Il faut juste qu'elle soit impactante. Donc on peut avoir une couleur qui pop, on peut avoir une typographie qui est impactante et très lisible de loin. On peut décider d'être sobre face au bruit constant qu'on a dans les rayons, notamment, on va dire, dans le côté beer craft actuel. Et par contre, si on est plus du côté caviste, épicerie fine, on va être sur des produits un petit peu plus léchés, avec un design plus qualitatif. Et souvent, c'est des produits qui vont coûter aussi un peu plus cher. Donc, pour résumer très brièvement, je dirais qu'une étiquette réussie, c'est une étiquette qui parle tout simplement à son consommateur. Une autre petite question, Ludovic. Comment concilier créativité, efficacité, contraintes techniques et budget? Une grosse question, hein? Alors, il y a plein de questions dans cette question. Alors, peut-être qu'on peut montrer une petite slide. Pour être un petit peu plus concret, par exemple, ça c'est un produit de la marque Isotier pour lequel j'ai travaillé, qui a été mis dans les rayons pour l'instant juste à l'île de la Réunion, qui va peut-être traverser les frontières, on ne sait pas, on espère. Typiquement, on est sur un design assez frais, assez pop, qui a le mérite d'être très vif, avec des couleurs très vives, et qui impacte en rayon de par, on va dire, l'effet de gamme. Parce que souvent, un produit peut être tout seul, et là, il faut qu'il soit vraiment impactant tout seul. Mais quand il y a un effet de gamme, c'est souvent aussi plus facile, parce qu'on a une déclinaison de couleurs,
et ça peut être plus joli, plus agréable à l'œil. Après, généralement, alors là dans ce projet, on a beaucoup de va-et-vient, de contraintes qualité, de contraintes on va dire de dimension, de mention légale, etc. Donc il y a toujours des allers-retours, on va dire incessants quand on est créa et qu'on arrive on va dire au packaging final. Quand on est sur Photoshop ou Illustrator, il y a toujours V1 final, V2 final, V3++ final, et c'est des itérations constantes jusqu'à ce qu'on arrive au Graal. Donc on va dire que ça c'est pour le côté être impactant. Là typiquement c'est un projet qui est impactant aussi de par son effet de gamme. Voilà, ça rayonne, ça pop. Il y a un côté on va dire pratique et convenient, comme on dit chez les anglo-saxons, pour le côté canette, soda, craft actuel. Donc ça c'est encore un autre exemple de la canette Isotier mis on va dire au goût du jour pour de l'activation de marque. En termes de contraintes, on va avoir plusieurs choses. Souvent les clients viennent avec la volonté d'avoir un produit qui va révolutionner sa catégorie. Donc forcément ils veulent le plus beau design, les plus beaux effets, les plus belles étiquettes, et ils se rendent pas forcément compte du budget final, du coût final. Et certains veulent aussi des moules spécifiques de boissons, où là on explose totalement le budget. La réalité, c'est qu'on arrive avec tout ça. Donc nous en tant que créa, on se dit bon bah cool, c'est open bar, on peut faire ce qu'on veut. On a de l'argent pour faire de la découpe, des effets, les nouvelles technos récentes d'impression, un moule de bouteille. Et en fait, au fur et à mesure, on finit par avoir l'idée, le branding global, le packaging design avec 3 pistes créatives qu'on pousse. Et à la fin, le client nous dit non, en fait, ça ne va pas parce qu'on n'a plus d'argent pour le moule. On n'a plus trop d'argent pour une forme d'étiquette. Bon, ça encore, on va dire que la découpe et les petits effets dorure et gaufrage, embossage, débossage, c'est les effets les plus communément admis et les plus faciles et les moins coûteux. Donc en fait, on se retrouve à un projet où on pensait avoir tout donné, avec une étiquette finale où on a au mieux une petite découpe et un petit peu de vernis sélectif ou de dorure. Et ça, c'est un petit peu la réalité du marché. C'est qu'au final, les coûts, et ça depuis 2023, notamment dans le secteur boisson, tout s'est effondré. C'est très compliqué d'exister, d'être... en gros, le nerf de la guerre, c'est comment rester encore actif. Il y a eu un gros pop des brasseries et il y en a eu beaucoup qui ont coulé en l'espace de 2 ans, avec le contexte géopolitique, l'inflation, la hausse des matières premières. Au final, ils ont gelé beaucoup la partie marketing, communication, branding, et du coup, c'est nous qui nous trouvons impactés de ça. Donc il faut faire avec moins de budget et du coup forcément avec moins d'effets. Donc il y a toujours ce qu'on peut proposer à un client, mais aussi la réalité du marché, et du coup faut faire en fonction. Là pour le coup, la réalité du marché, on avait pas mal d'options pour ce produit-là. On s'en sort pas trop mal, mais la bouteille, c'est une bouteille qui fait partie d'un verrier, enfin dans un catalogue verrier. L'étiquette, il y a un petit effet arche avec une petite découpe, et il y a, on va dire, de la dorure. Donc ça fait le job. C'est plutôt léché, mais c'est pas, on va dire, le produit le plus grandiloquent possible. Et encore une fois, est-ce que c'est vraiment l'idée d'être pour parler à sa cible? Donc voilà. Encore un autre exemple donc là on peut voir la bouteille de la brasserie de la vallée de Chevreuse, brasserie Vol Céleste, c'est la bouteille présente en rose, tout à gauche. Là c'est une version bière de Noël qui est un peu plus festive, qu'on peut voir à l'écran. On a changé d'étiquette, on a changé de découpe, on a mis une dorure argentée et un effet de découpe, mais la plupart du temps, encore une fois pour la réalité, c'est que les clients, en tout cas mes clients qui sont des entreprises intermédiaires, n'ont pas le budget pour dépenser plus. Donc le critère c'est comment être impactant avec peu de budget. Et en essayant d'être simple. Ça dépend. Ok. Ça dépend. Frédéric,
Frédéric Corbeau, pour rappel, vous êtes le dirigeant avec votre frère Philippe de SmilePack, la première plateforme online Web2Pack qui existe depuis 2017, me semble-t-il. C'est ça. Et elle est spécialisée, cette plateforme, dans la conception personnalisée ainsi que la production de packaging et de PLV sur mesure, fabriqués intégralement dans la région, à 2 pas d'ici, en Isère, Saint-Marcelin. Tout à fait. Alors ma question pour vous, ma première question pour vous, ce serait d'un point de vue imprimeur et fabricant de packaging, est-ce que vous voyez des demandes spécifiques émerger des clients ? Alors l'expérience nous montre depuis une dizaine d'années une évolution, voire une révolution dans l'approche marché-produit des marques. Le temps où une marque lançait un produit de manière unique, une seule version pour toute l'année, c'est une période qui est révolue aujourd'hui. Toutes les marques, y compris les grandes marques, ont compris qu'il fallait animer leur marché, animer leur rayon. Il fallait créer des effets d'aubaine, il fallait créer des opportunités d'achat, de communication, et que ça passait par des versionnings, même si entre nous le produit à l'intérieur reste le même, on va le packager différemment, on va multiplier le nombre de références. On va donc diminuer les quantités de packaging et d'étiquettes de chaque version pour au final atteindre un volume global qui va être équivalent, voire supérieur. Mais simplement, on aura saucissonné la production de ces packs et de ces étiquettes. Voilà. Quelle attente les clients formulent le plus ? Texture, dorure, relief, recyclabilité, pardon. Tout ça. Tout ça en même temps ? Tout ça en même temps. Wow, et ils sont très exigeants. Y compris les éléments les plus contradictoires. Voilà. Je veux du pelliculage, mais je veux que ce soit recyclé. Je veux un carton très blanc, mais je veux qu'il soit recyclé, etc., etc. Donc on doit composer avec ça. On travaille en étroite collaboration avec nos fournisseurs, fabricants de carton, de papier, pour les pousser dans certains retranchements, avec les fabricants de machines et les fabricants d'effets spéciaux, pour également rencontrer ces exigences qu'ils ont pris en compte également. Donc globalement, il y a une spirale vertueuse autour de tout ça, parce que notre objectif, c'est de pouvoir répondre à un maximum, je ne vais pas dire à tout, mais à un maximum de contraintes exprimées par nos clients, que ce soit de la recyclabilité, que ce soit de la durée emploi, que ce soit... sachant qu'il faut quand même bien se rendre compte d'une chose, c'est un peu schizophrène. Hein. On parle de recyclabilité, mais on met des produits dans des sous-emballages, des sur-emballages, des sur-sur-emballages. Et donc notre rôle aussi de fabricant, c'est d'accompagner les clients dans l'éco-conception, c'est de les sensibiliser sur moins, c'est mieux. Voilà. Et les technologies aujourd'hui qui sont à notre disposition, elles nous le permettent. Voilà. Technologie, ding, direct. Je m'adresse à Régis Ruiz. On ne va pas présenter Konica, bon, c'est le spécialiste de l'impression et de l'innovation graphique. Un constructeur. En quoi l'ennoblissement numérique et une nouvelle technologie ont-elles transformé la créativité en packaging ? Alors, je ne sais pas si je peux répondre de cette façon-là. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les systèmes numériques amènent des possibilités plus larges, plus faciles à mettre en œuvre, plus économiques et, dans beaucoup de cas aussi, relativement, on va dire, fiables par rapport aux critères carbone, etc. Donc d'avoir des choses qui, effectivement, par rapport notamment aux techniques traditionnelles, qui permettent d'apporter, on va dire, ce gain de créativité. Alors moi, je suis moins bien placé que mes co-webinaires ici pour parler effectivement de la partie créativité pure. Ce que je peux dire, c'est que nous, on s'est intéressé de très près aux besoins du marché en termes de marketing. On s'est rendu compte qu'il y a des choses qui étaient peu exploité dans l'étiquette ou le packaging jusqu'à ces dernières années, c'était le côté sensoriel. On s'est intéressé au fait, moi j'ai travaillé pas mal avec des gens qui ont fait des études justement sur le marketing sensoriel. Pourquoi ? Puisque les marques savent très bien
qu'aujourd'hui, les achats, enfin, pas aujourd'hui, les achats en général, sont à 85% irrationnels. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'acheter quelque chose parce que c'est un produit qu'on a choisi par ses critères, mais en fait, soit c'est une adhésion à la marque, soit c'est un contexte, soit c'est l'impression de faire un achat plus vert, etc. Donc il y a toujours derrière ça, on va dire, un feeling qui est généré par quelque chose. Donc, et c'est pour ça notamment que dans l'ennoblissement numérique, le fait de pouvoir ajouter de la texture à des étiquettes ou à du packaging, et bien en fait ça participe de ce développement d'un packaging différent, plus sensoriel, qui, si on parle aussi de communication, est différent de ce qu'on peut faire en digital, parce que le digital, on va dire, aujourd'hui en termes de communication, c'est le concurrent, mais il n'a pas cet aspect sensoriel, tactile, donc on joue beaucoup là-dessus, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on sait que les gens créatifs viennent nous voir pour comprendre un peu mieux le fonctionnement, ce qu'ils peuvent faire, dans quelle mesure effectivement c'est désancrable, etc. Parce que ça c'est important, Frédéric l'a abordé tout à l'heure, de pouvoir répondre effectivement avec quelque chose qui va venir vraiment avoir son rôle dans le choix du consommateur, ce qui est en fait la thématique de la conférence d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, poser la question, c'est déjà un peu y répondre, puisque finalement, on sait bien qu'il faut se différencier, qu'il faut impacter, etc. Donc voilà, les outils numériques sont vraiment là pour ça. Et nous, on essaye de travailler en amont de ça pour comprendre les besoins, travailler aussi avec les fabricants de papier pour arriver à faire de l'ennoblissement sans forcément faire du pelliculage. Voilà, ça c'est vraiment du concret tous les jours pour amener des solutions qui soient aussi créatives, mais toujours dans l'esprit recherché par les clients. Ludovic, en préparant cette table ronde, vous m'avez raconté en fait que vous aviez imaginé un nouveau moule pour une bouteille de rhum, vous vous souvenez, et que, avant de devoir renoncer en raison des coûts et des contraintes techniques, est-ce que c'est représentatif de votre quotidien, naviguer justement, on en parlait tout à l'heure, hein, mais entre ambition et réalité industrielle? Tout ça, oui. Effectivement, un client m'a demandé récemment de travailler sur une nouvelle bouteille de rhum, d'une nouvelle catégorie. Et c'est un projet qui ne s'est pas fait, malgré le côté waouh en interne de ce que ça aurait pu donner. Donc encore une fois, en tant que créatif, on est là pour essayer de solutionner le problème, souvent même avant d'être payé, avant même de signer un contrat. C'est tout le truc des créas. Et malheureusement, quelquefois, ça arrive. Alors, ce qui est bien dans ce cas-là, c'est qu'on procède par phase itérative. Donc, en gros, la proposition, c'est phase 1, on brainstorm. Phase 2, on itère sur des packaging possibles, etc. Parce que là, le but, c'était de créer aussi un nouveau moule de bouteille pour arriver en grande distribution avec un nouveau moule pour être vraiment impactant et différenciant. Et la contrainte, c'était le budget. Parce qu'on est en grande distrib, donc du coup, il faut que le produit soit beaucoup moins cher que chez le caviste. Et du coup, tout ça mis bout à bout, on se rend compte après la phase 2, donc après que le projet soit à 85% terminé, qu'il ne va pas pouvoir se faire, en tout cas pas tout de suite. Donc oui, ça peut arriver, ce genre de choses, et c'est assez frustrant. Et du coup, c'est des choses qu'on ne peut pas non plus montrer dans son portfolio, donc c'est dommage. Mais encore une fois, c'est la réalité du marché dont je parlais tout à l'heure. Les coûts. Voilà. Frédéric, justement, vous jouez un rôle d'interface entre création et production. Comment accompagner le studio graphique pour trouver justement une alternative satisfaisante? La meilleure solution, démarche que l'on ait trouvée en échangeant avec nos clients que l'on va appeler intermédiaires, c'est-à-dire qui font l'intermédiaire entre la marque et nous, producteurs, c'est de la pédagogie. C'est une vraie connaissance fine des capacités des technos, de nos ateliers, des ateliers de nos confrères, pour qu'ils puissent utiliser à pleine capacité tout ce que l'on peut leur proposer et qu'ils soient force de proposition. C'est toujours compliqué pour les agences de communication, pour les graphistes, de pouvoir transposer ce qu'ils peuvent avoir en tête avec une réalité technique. Et c'est très
insatisfaisant pour en tout cas une mauvaise expérience pour les clients, d'imaginer quelque chose et ensuite de s'entendre dire mais ce que l'on a imaginé, on ne peut pas le faire. Donc je crois que la clé, c'est vraiment la pédagogie, c'est que les professionnels profitent des portes ouvertes, profitent de relations, de collaboration proches avec leurs imprimeurs, leurs fabricants de packaging, d'étiquettes, pour bien comprendre tous les enjeux techniques, voir jusqu'où on peut pousser et donc être force de proposition en connaissance de cause. Mais ça a un revers, c'est que potentiellement ça peut brider la créativité. Donc c'est aussi grâce à cette créativité parfois que nous-mêmes on va fouiller dans nos retranchements et trouver des solutions qu'on n'aurait pas imaginées. Donc je crois que la solution, elle est dans l'échange permanent et dans le désir d'accompagner les clients et les marques, parce que ce sont nos clients communs au final. Régis, on parlait ensemble d'un de vos clients Etigraph, est-ce qu'on peut en parler, qui utilise et dispose de graphistes et qui exploite vos technologies. Qu'est-ce que ce type d'outil pour des imprimeurs comme eux a changé? Qu'est-ce que ça a changé pour eux? Alors déjà, ce que je dois dire, c'est que ce qui est intéressant quand nous, on rentre dans des entreprises comme Etigraph, qui est effectivement une société qui est assez réputée sur le marché, dans l'étiquette, dans la fabrication d'étiquettes, c'est qu'ils disposent de toutes les technologies traditionnelles, numériques. Et nous, ça nous a permis aussi de voir comment notre offre s'intègre et à quoi elle répond chez eux, parce qu'effectivement, on n'est pas là pour remplacer leur système, bien au contraire, on est là pour être complémentaires, leur permettre de répondre parfois plus vite à des marchés, parfois d'offrir plusieurs possibilités et de raccourcir ce qu'on appelle aussi souvent les mises sur le marché pour des séries qui sont plus petites que les longues séries, par exemple. Donc ça permet effectivement d'avoir une approche différente. Frédéric le disait tout à l'heure, aujourd'hui il y a de plus en plus de clients qui renouvellent régulièrement leurs étiquettes ou leur packaging, parce qu'aujourd'hui on est tous pareils, on va tous renouveler nos brochures, enfin tous les gens qui travaillent dans le monde de la communication ont le même phénomène. Effectivement, les durées de vie des produits imprimés sont de plus en plus courts. Donc il faut pouvoir les gérer, ne pas gérer du stock non plus. Voilà, tout ça, c'est effectivement quelque chose auquel le numérique va répondre. Et chez eux, en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils se sont mis au numérique relativement tardivement. Ce n'était pas une société qui voyait un intérêt forcément par rapport au niveau de qualité, par rapport à l'attente de leurs clients. Et bien en fait, ils nous ont permis de voir effectivement qu'on remplissait vraiment des manques, notamment, comme je le disais tout à l'heure, dans des cas de dossiers très, très urgents, où on va pouvoir amener avec le numérique une réponse beaucoup plus rapide, qui va pouvoir être aussi, on va dire, variée, on va pouvoir proposer. Et tout le travail qu'ils ont à faire aussi aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux donneurs d'ordre à qui ils s'adressent les nouvelles possibilités qu'ils vont apporter, c'est-à-dire en termes, je reviens là-dessus, sur le sensoriel, sur le tactile, des choses qu'ils n'exploitaient pas forcément auparavant, parce que là, par contre, la technologie traditionnelle limitait rapidement, on va dire, les capacités. Donc, ce qu'on appelle un peu la 3D, même si la 3D dont on parle, nous, n'a rien à voir avec la 3D des objets 3D, mais effectivement, de pouvoir faire des reliefs, des textures, des choses comme ça, c'est aussi nouveau pour eux. Donc, ils sont là aussi pour pouvoir élargir leur catalogue et finalement élargir leur offre à ce sujet-là. Et Jean-Michel, le patron d'Etigraph, raconte souvent qu'il avait fait pour aller effectivement démarcher un client en Suisse. Il avait fait une pré-série en numérique avec notre machine, imprimée en numérique et ennoblée en numérique, et quand il est allé le présenter à son client, c'était un volume assez important, hein. Le client a vraiment apprécié ce qu'il lui avait présenté. Et puis après, donc, il a commencé à produire en traditionnel parce que le volume était important. Quand il a montré le résultat, le client suisse a dit non, c'est pas ça, je veux ce que tu m'avais montré la première fois. Donc il lui a dit ah oui, mais ça va être beaucoup plus cher. Il a dit ça fait rien, c'est ce que je veux. Alors je dis pas que le problème du prix n'en est pas un, mais sur cet exemple-là, ça montre qu'effectivement, le numérique continue d'évoluer, aussi bien sur la qualité que aussi sur la durabilité, parce qu'il faut reconnaître que tous les systèmes numériques ne sont pas forcément durables à la base, hein. Il y a parfois des contraintes techniques sur le numérique qui n'existaient pas en traditionnel et vice-versa. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment cette approche-là qui est un plus pour nos clients aujourd'hui. Frédéric, vous voulez réagir ou...
Aujourd'hui, on se rend compte que si je reprends les statistiques des 3 dernières années sur notre plateforme SmilePack, 68% des commandes passent d'abord par une commande de maquette. Parce qu'on a la faculté, grâce à ces technologies, de fabriquer des numéros zéro. Donc les clients, avant de... Soit des clients, des graphistes, des agences de com, apprécient de pouvoir commander un pack qui va ressembler à la version finale pour présenter le projet éventuellement avec une déclinaison de graphisme ou de finition à leurs clients. En disant le prototype ou la maquette va être en fait le résultat final. Ou alors les marques simplement qui disent avant de lancer 1000, 2000, 5000, 10 000 exemplaires, on va valider parce que autant un flyer ou une carte de visite, c'est plat, sur un écran on sait à quoi ça va ressembler. Un étui, une PLV, entre l'écran et la réalité, c'est un petit peu différent. Et donc, les technologies digitales, que ce soit MGI, que ce soit HP Indigo, Lambda, enfin toutes les technologies avec lesquelles on est équipé, elles nous permettent d'offrir ce service. Quand je dis 68%, c'est pour moi c'est très important. C'est quasiment 2 commandes sur 3 qui passent par une étape de validation. Ce qui montre au niveau des clients leur appétence à vouloir valider avant de lancer quelque chose sur le marché en aveugle. Je vous vois opiner, Ludovic. Est-ce que vous aussi, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, je voulais bien réagir à ce que disait Régis tout à l'heure sur le fait qu'il y avait beaucoup de turnover d'étiquettes, d'impression. Moi, je l'ai vu énormément ces 2-3 dernières années avec le boom des brasseries craft où il y a ce qu'on appelle des éphémères, donc des bières qui vont sortir, on va dire, 2 fois par mois, 3 fois par mois, où il faut constamment renouveler. Et là, on parle un petit peu d'un segment qu'on appelle les bières geeks, où c'est une catégorie de personnes qui vont vouloir être sans cesse, qui sont curieux et qui vont vouloir sans cesse renouveler leur goût et ce qu'ils boivent. Et du coup, ils ne vont pas vouloir reprendre à chaque fois la même canette. Donc en fait, dans ce milieu, on se retrouve beaucoup à changer d'étiquette 2-3 fois par mois. Et avoir sans cesse du renouvellement graphique. Et du coup, ça passe par des étiquettes à imprimer constamment. Il y a également aussi une texture qui est apparue, notamment sur les bières en canette, parce que les bières en canette en France, ça faisait plutôt bière bon marché qu'autre chose, et ça commence à se démocratiser maintenant. Mais il y a cet effet rocher, cet effet texturé rocher qui donne un peu un côté abrasif quand on touche comme un peu du papier de verre. On peut voir que ça a bien popé dans les rayons, dans les brasseries actuelles. Et voilà. Justement, on s'achemine vers la fin de cette rencontre. On a encore quelques minutes, et puis des questions aussi, mais de la salle. Mais justement, Ludovic, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelles sont les tendances créatives aujourd'hui? Alors, les tendances créatives, il y en a beaucoup. Je voulais aussi, pardonnez-moi, vous m'avez dit quelque chose de très intéressant quand on avait préparé cette table ronde, c'est que vous m'expliquiez aussi que souvent la France n'est pas le marché le plus en avance dans les tendances, me semble-t-il. Alors, ça dépend. On va dire dans les tendances boissons, si je prends vraiment le côté boisson, non, vraiment pas. Dans les tendances graphiques, je pense que on a tous les mêmes blogs, on a tous les mêmes webzines, on va tous voir les projets qui sont primés et du coup on s'en inspire et du coup ça crée des tendances. Moi il y a 2 tendances, donc l'une c'est l'utilisation de l'IA, l'implémentation de l'IA dans les logiciels de la suite Adobe, etc. Et l'autre tendance c'est l'inverse opposé, le fait justement d'avoir un revirement anti-IA qui commence un petit peu à arriver. On voit des gens être un peu énervés parce que tout le monde utilise l'IA pour tout et n'importe quoi. Alors, revenir à quelque chose de plus artisanal. Ouais, voilà. Aller écrire sur l'étiquette, reprendre un papier et un stylo et faire des choses pour de vrai. Et on voit on voit des tendances arriver à ce niveau-là sur les réseaux sociaux et sur certains projets qui sont on va dire, récompensés. Après, moi, j'avais 2-3 petites choses, un focus, on va dire, un petit peu plus activation de marque, notamment pour vous montrer un petit peu ce qui peut être fait en très peu de mots avec l'intelligence artificielle. Par exemple, en partant de cette image-là, en un seul prompt avec Nano Banana, donc l'IA générative
visuels de Google, on peut arriver à ce genre de choses. Donc là, il faut bien se dire que j'ai fait un prompt qui fait à peu près, on va dire, 300 mots, quelque chose comme ça. J'ai mis l'image en référence et le résultat de sortie, c'est ça. Donc du coup, ce qui est fou, c'est qu'on peut se dire, ok, à partir de là, on peut prendre n'importe quelle image, l'agrandir un petit peu plus et l'utiliser pour les réseaux sociaux et pour arriver à créer, on va dire, un lancement de marque qui peut être assez sympa. Alors après, il faut faire attention parce que elle génère des choses aussi qui n'existent pas. Donc il faut bien aussi arriver à maîtriser Photoshop, évidemment, pour que quand on ait agrandi le visuel, on puisse résoudre un petit peu les détails graphiques, les artefacts qui sont arrivés, parce que moi, ce que je vois beaucoup sur LinkedIn et sur les réseaux, c'est des gens qui génèrent une chose et qui le publient telle quelle, alors que la typo, elle est complètement foirée, il n'y a pas d'autre mot, que les éléments sont un peu distordus, et ils ne prennent pas le temps d'aller retoucher ça derrière sur Photoshop, et du coup, je trouve que c'est une mauvaise utilisation de l'IA pour le coup. Donc voilà, là par exemple, j'ai demandé d'upscaler, donc d'agrandir l'image tout en bas à droite, et il me l'a fait sans problème. Mais là, on peut voir au niveau de bière de Noël, c'est pas exactement la même typo. Donc là, avant de poster ça, qu'est-ce que je ferais? Je le mettrais dans Photoshop, j'agrandis, je zoome, j'enlève ce qui a été mis, je remets la vraie typo, et puis après j'exporte. Donc toujours faire attention à ne pas utiliser l'IA comme une fin en soi, mais comme un outil. Ça augmente les compétences, en fait, on va dire. C'est plutôt ça. L'IA, quand on la maîtrise, ça augmente et ça ne remplace pas. Oui, et ça remplace aussi, des fois malheureusement, et des fois c'est bien parce qu'on n'a pas assez de sous, mais les shootings photos, tout simplement, ou plein de choses. Là, un autre exemple avec une bière qui va sortir sur Paris en mars, que j'ai réalisé. Pareil, j'ai donné ça avec le prompt en question et ça m'a généré encore 9 autres possibilités. Alors encore une fois, il faut un petit peu zoomer, rétablir les petites choses, mais en tout cas, le potentiel créatif est assez dingue. Donc tout ça pour dire qu'il faut l'utiliser, mais à bon escient, et il faut surtout faire attention à son implémentation finale, enfin à qu'est-ce qu'on va réellement poster et qu'est-ce qu'on considère être final, quoi. Donc bien faire attention à ça. Les tendances que décrit Ludovic, elles s'appuient souvent, j'imagine, sur des effets spéciaux, des textures, des volumes aussi. Est-ce que, Régis, vous pourriez nous dire, vous, quelle innovation technologique, selon vous, vont s'imposer d'ici dans les années futures? Alors sur les années futures, je ne sais pas tout à fait vraiment en position pour en parler, mais ce que je sais, c'est qu'on parlait de l'IA, et moi c'est un projet que j'avais décrit, puisqu'en fait il avait été présenté par Konica à la dernière Drupa il y a 2 ans. C'est un projet qui est développé au Japon, puisqu'il y a une structure chez Konica qui s'occupe que des outils IA. Ils ont développé, et ça rejoint la thématique du jour, ils ont développé un outil en fait en ligne qui est une IA, auprès duquel les graphistes qui sont abonnés peuvent soumettre leur création. Et en fait, cette IA, qui est en fait basée sur ce qu'on appelle les neurosciences, en fait, a étudié en fait, le comportement d'un groupe de personnes importants et la façon dont il va percevoir une étiquette, un packaging, c'est-à-dire où les yeux vont se poser en premier, ce qu'on appelle les zones chaudes, les zones froides, etc. Donc avec ce service qui fonctionne déjà au Japon, il n'est pas encore actif en Europe, le graphiste... Vous ne savez pas quand est-ce qu'il va devenir actif en Europe? Non, franchement là-dessus, je ne voudrais pas m'aventurer. Les Japonais ont cette culture de souvent vouloir d'abord travailler sur leur marché, et puis après, effectivement, s'ouvrir un peu plus quand ils pensent que le produit vaut le coup d'être exporté. Et donc, le produit va renvoyer au graphiste, ne va pas modifier sa créa, va juste lui renvoyer une image, une carte géographique de sa créa, en lui conseillant éventuellement certaines modifications de couleurs, de texte, de taille, d'objets, pour que sa créa soit plus impactante en fonction d'un groupe de personnes en plus. C'est vraiment quelque chose. Et je pense que l'IA, c'est un outil qui peut être utilisé dans ce sens-là. Dans ce cas-là, effectivement, il ne se soustrait pas au graphiste, il lui amène une aide extérieure. C'est un exemple de développement que j'avais trouvé assez intéressant quand on l'avait présenté il y a 2 ans lors de la Drupa. Frédéric, est-ce que vous avez un mot de la fin? Quelque chose à nous dire?
Concernant l'IA en particulier, effectivement, c'est une sacrée caisse à outils. Il faut savoir simplement se Vous servir. piochez dans cette caisse à Alors, outils? nous, on travaille beaucoup en interne sur nos process pour améliorer nos process, pour affiner des choses. Ce que l'on voit de temps en temps et de manière de plus en plus régulière, ce sont des clients qui nous envoient leurs projets générés en IA en nous disant je veux ça. Et là, on est mal. On est mal parce qu'on n'est pas des graphistes, on n'est pas câblés pour faire de l'illustration. Donc, à la fois, je dirais que l'IA, c'est un vrai danger pour les créatifs, et en même temps, ça va peut-être les remettre au centre du jeu. Il va falloir qu'ils s'accaparent la chose et que peut-être ils modifient leur manière de fonctionner, leur approche avec leurs clients. Potentiellement, ça peut les remplacer, mais nous, on va galérer derrière. Parce que transformer une image en un produit réel, imprimé, etc., peut-être que dans quelques années, ça sera totalement possible, mais là, aujourd'hui, on galère. Régis, Ludovic, c'est OK pour vous? C'est OK. Super. Merci, messieurs, d'avoir été avec Merci nous à vous. Merci. aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions pour ces messieurs? Des questions, une petite... Non? Si vous voulez, on peut poursuivre aussi la discussion, ou si vous préférez les rencontrer à l'espace café pour répondre à vos questions. Il y a aussi cette possibilité. Dans quelques minutes, je vais dire même dans une vingtaine de minutes, nous allons avoir la prochaine table ronde qui s'appelle Tech for Print, par ici l'innovation. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette table ronde. Merci.